Salut les petits scientifiques, moi c'est Brownie, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des propriétés du mouvement brownien. Mais le mouvement brownien, qu'est-ce que c'est? Alors un mouvement brownien, c'est un mouvement continuel, irrégulier et aléatoire d'une particule soumise à aucune force. Par exemple, si on observe des grains de pollen immergés dans un fluide, ceux-ci se meuvent d'une manière totalement imprévisible. Mystérieux tout de même, non? Tellement intriguant que nous avons décidé d'étudier ses propriétés. Et notamment, celle qui concerne la longueur moyenne de diffusion. C'est-à-dire la distance moyenne que va parcourir une particule entre le moment où elle rentre dans une zone et le moment où elle en sort. En effet, il paraîtrait que cette longueur ne dépend ni de la géométrie de la zone, ni du nombre de particules dans la zone. C'est pourquoi nous sommes allés tester cette hypothèse. Pour commencer notre cheminement scientifique, il nous a fallu imaginer comment fabriquer un mouvement brownien que l'on pourrait observer. Nous avons alors opté pour le montage que voici. Tout d'abord, un pot vibrant que l'on met en mouvement avec un générateur ainsi qu'un amplificateur. Ensuite, on pose sur le tout un cristallisoir recouvert d'adhésif blanc et plein de toutes petites billes en verre de diamètre 1 mm. Au milieu de toutes ces billes en verre, on a peint une bille en noir. C'est cette bille-là que nous allons suivre. En pratique, nous observons ce type d'image à l'aide d'une caméra placée au-dessus du montage. Dans un premier temps, il va nous falloir traquer la petite particule noire. Pour cela, un programme MATLAB permet de déterminer le centre de cette particule et de la suivre au cours du temps. On va pouvoir ainsi connaître son parcours au sein de la cuve et suivre sa trajectoire, comme on peut le voir sur cette figure. Pour être sûr qu'on avait bien créé un mouvement brownien, il fallait qu'on teste une des propriétés du mouvement brownien. Lorsque l'on trace le logarithme de la moyenne de la distance parcourue par la bille en fonction du temps qu'elle a passé à bouger, on est censé observer deux régimes distincts. Pour des petites périodes, on a une évolution linéaire de cette distance parcourue avec une certaine pente. Lorsque le temps entre la prise des points augmente davantage, on observe un deuxième régime où la dépendance est également linéaire, mais avec une pente 2 fois plus faible. Dans le premier domaine, on a une zone balistique où la bille se déplace sans interaction. Dans la deuxième zone, on observe un mouvement brownien où les billes alentours interagissent avec notre petite bille et influencent sa trajectoire. Bon, ouf, on peut continuer, c'est bien un mouvement brownien. Ensuite, deuxième objectif, on a sélectionné des zones dans notre cristallisoir et on a calculé la longueur moyenne de diffusion. On normalise cette longueur moyenne de diffusion par l'aire divisé par le périmètre. Et on obtient bien que cette longueur ne dépend pas de la géométrie de la zone considérée. Ça y est, le deuxième objectif est atteint. Ensuite, on a regardé l'influence du nombre de billes sur la longueur de diffusion. En faisant varier ce nombre de 100 à 600 et en gardant une taille de zone identique, on obtient les résultats suivants. Comme vous pouvez le voir, en changeant le nombre de billes dans la cuve, donc en modifiant la distance que va parcourir la bille avant d'interagir avec une autre bille, ce qui implique une modification intrinsèque des caractéristiques du mouvement brownien, on obtient toujours l'invariance de la longueur moyenne de diffusion de la bille. On en conclut donc la validité des deux hypothèses. La première d'invariance de la distance moyenne de diffusion en fonction du nombre de billes, et la deuxième, l'invariance en fonction de la géométrie de la zone considérée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci à toute l'équipe encadrante des PSE Physique, notamment Antonin Eddy pour son aide tout au long du projet, ainsi qu'Emmanuel Faure et Suzy Protière. On remercie également l'Institut Langevin pour le prêt du pot vibrant et de l'amplificateur. Et enfin l'ESPCI pour les locaux et le matériel mis à disposition.